en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va découvrir en exclusivité un nouvel ouvrage paru aux éditions David, Mégan et Matisse. Il est paru dans la collection 14 et 18. On va discuter avec l'auteur parce que dans ce roman-là, il y a une thématique assez intéressante. On va aussi discuter avec une représentante du César qui viendra nous parler des nouveaux projets de cet organisme-là. Et tout de suite, pour commencer, je reçois un invité, Christophe Paquette, qui vient nous parler à propos de sa participation au Festival de la radio numérique qui se tiendra du 28 au 30 avril 2022 en présentiel. Il faudrait que je le mentionne, ça ne sera pas virtuel cette fois. Et en fait, Christophe, toi, tu as un balado qui s'appelle Deuxième étage. Et tout de suite en allant, là, j'aimerais ça te demander, c'est quoi ce balado-là et pourquoi tu l'as appelé Deuxième étage? Dans le fond, c'est simple. Le studio est situé au deuxième étage de la microbrasserie 5e Baron. C'est aussi simple que ça. Puis si vous regardez le logo un peu, dans le fond, c'est le 5 du 5e Baron, mais inversé, qui devient un 2. C'est super simple pour le côté marketing, mais aussi c'est pour nous une excuse pour aller dans l'arrière-décor de la culture de la microbrasserie, mais aussi pour amener justement les personnes qui sont souvent à l'arrière-plan ou dans le deuxième plan de cette industrie ou de la culture en général, donc de mettre de l'avant les femmes, personnes de couleur, les communautés qui sont un peu moins connues, mais aussi des acteurs qui sont importants dans notre culture locale. Tout simplement, c'est pour ça que le deuxième étage est parti. OK, je pensais qu'il y avait une grosse histoire en arrière, là, mais c'est bon de faire les choses simplement. Ouais, des fois, il faut juste monter une coupe de marche pour trouver une autre facette à des conversations qui sont intéressantes. Définitivement. J'ai vu que tu étais un passionné de bière, d'entrepreneuriat et d'achat local. Alors, parle-moi un peu de cette passion que tu as pour la bière et surtout pour le monde de la microbrasserie. Ben dans le fond, ce qui est beau avec tout ça, c'est l'aspect local qui est vraiment intimement lié dans tout ça, parce qu'à chaque conversation que j'ai, ce qui revient toujours, c'est la culture, c'est le quartier qui est alentour. Chaque brasserie, en ce moment, devient un peu ce que nos églises étaient dans le temps, c'est-à-dire une place où les gens sont là pour se rencontrer puis partager leurs connaissances, partager du plaisir, on a des fermiers qui viennent avec leur école pour vendre des paniers ici sur place. Nous-mêmes, on achète du houblon de des fermes locales. Tout le monde a un peu cet aspect-là de juste fraternité, rapproché. Puis c'est pour ça que je pense que les conversations méritent d'être de se faire parce que justement, ces personnes-là ont des belles histoires à raconter. En 2016, là, j'ai pu voir ça dans les différents médias, là, et puis j'ai fait des recherches là-dessus. J'ai vu que le monde de la microbrasserie avait pris un essor incroyable. Et puis, comme tu le dis, là, c'est tellement vrai. Quand tu fais des recherches, tu te rends compte qu'aucune microbrasserie est née sans une histoire en arrière. Il y a toujours une histoire assez, peut-être familiale, mais en tout cas assez importante pour la communauté dans laquelle la microbrasserie se trouve. Oui, mais dans le fond, chaque microbrasserie, selon moi, ça doit être un acteur de changement et un acteur positif dans sa communauté. Oui, on fait de la bière. C'est un produit qui est intéressant, qui est le fun, mais c'est un produit qui vient un peu avec une certaine responsabilité, une responsabilité de consommation, une responsabilité de socialisation, puis aussi, tu sais, nous, à 5e Baron, on a parti à un organisme sans but lucratif qui s'appelle Link Up, qui est fait pour amener de la diversité dans le monde de la bière. Donc, on a créé un programme pour donner les outils à ces personnes-là pour qu'ils puissent intégrer le monde de la bière si on peut eu la chance d'être un homme blanc avec une barbe comme moi je suis, mettons, c'est le stéréotype du gars qui boit de la microbrasserie, mais on est là pour le détruire, ce stéréotype-là, puis de repartir avec des bonnes bases parce qu'on est une industrie qui est saine, qui est puis qui bénéficie d'un appui qui est phénoménal de toute la population. Puis en ce moment, la microbrasserie, c'est juste 17-18% de la bière, fait qu'il reste encore beaucoup à aller chercher aux grosses bières, mettons. Et puis là, j'aimerais savoir pourquoi tu as pensé, il va nous rester 1 minute avant la première pause, pourquoi tu as pensé à faire un balado? Ça aurait pu être une vidéo, comme ça les gens auraient pu reconnaître ces personnes-là et peut-être faire des tests en studio.
Oui, je viens d'un background de vidéo. J'ai fait du vidéo sur YouTube pendant longtemps. J'avais ma propre chaîne YouTube avec mon ami. On en a fait beaucoup. C'était majoritairement en anglais. J'ai eu la chance de parler avec des gens du Brésil, des États-Unis. C'est fou ce que la communauté de la bière peut aller chercher. Mais pourquoi un balado? C'est qu'on dirait que j'en écoutais beaucoup. Je fais de la livraison, je conduis pour aller au travail. C'est quelque chose qui se consomme tellement bien dans les oreilles, puis c'est quelque chose que tu peux prendre un peu plus de temps, on dirait, à te concentrer sur la conversation et non sur l'aspect visuel. Est-ce que mon framing est correct? Est-ce que ma lumière est correcte? Non, à la place, je m'assois, on ouvre une bière, on a la conversation, puis aussi ça permet, on en parlait un peu, c'est que les gens sont gênés par la caméra, ben un micro, on dirait que c'est un peu moins gênant. Après comme 15 minutes, l'invité il oublie qu'il y a un micro, puis après ça, c'est un livre ouvert, puis on se laisse aller, puis on laisse le tape là. Je vais te garder avec moi, Christophe. On va prendre une belle petite pause et juste après, on va parler de ta belle participation au Festival de radio numérique. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je continue ma discussion avec Christophe Paquette, qui est celui-là qui anime le podcast ou le balado en français, le balado Deuxième étage. Et puis avant la pause, on parlait du fait que tu as choisi le balado pour pouvoir permettre à tout le monde de parler, parce qu'on sait tous les deux, on est dans les médias là. Il y a des gens qui ont des choses à dire, mais ils sont un peu timides devant une caméra. Oui, exact. Ça peut être intimidant, tu sais, l'éclairage, les caméras. C'est souvent des grosses équipes. Moi, on monte en haut, deuxième étage, j'ai une console, puis comme on pèse sur le piton, puis on enregistre. Habituellement, c'est aussi simple que ça. Puis je travaille en collaboration avec Transistor Media, qui s'occupe du Festival de la radio numérique. Dans le fond, moi, c'est aussi simple que je prends la petite carte, je l'amène à François chez Transistor, puis on fait tout le mix audio là-bas. On travaille vraiment en collaboration. Je les paye en bière, ça c'est l'autre avantage. Eux autres sont contents, nous on est contents, puis on a un produit de qualité qui sort à la fin. Alors, j'aimerais savoir, durant la pandémie, si ça a été difficile pour toi de trouver des invités, parce que les commerces et les entreprises étaient vraiment dans un espace noir. Oui, c'était pas évident, mais ça reste que, vu qu'on a des relations assez proches avec, tu sais, j'ai travaillé avec des microbrasseries, j'ai travaillé avec des influenceurs, j'ai travaillé aussi avec des chefs de restaurants, je pense à Marisol Foucault ou à Eric de chez Clandestin. C'était bons amis à nous qui venaient faire des pop-up kitchen ici à la brasserie. Fait que déjà, ils étaient familiers un peu avec la façon qu'on fonctionnait. Au deuxième étage, on avait tout ce qui était requis pour avoir une distanciation physique qui faisait de l'allure. Fait qu'en respectant les mesures, on a été capable de se garder des gens locaux qui venaient sur place. C'est sûr que ça a été un défi. Je suis pas un fan des balados à distance. J'aurais aimé ça être en studio avec vous aujourd'hui, par exemple. Oui. Mais c'est sûr qu'il faut aller avec la sécurité en premier. Mais je suis content que finalement les choses avancent et qu'on est capable de peut-être se promener un petit peu plus puis avoir un peu plus de gens en studio. Ah oui, définitivement, là, je suis d'accord. Moi, je prie là, pour que à la saison prochaine, je puisse voir mes gens en studio et pas
seulement virtuellement. Autre question pour toi, là, c'est une question un peu piège, mais je sais que tu pourras répondre. On reçoit tellement de gens quand on est peut-être la personne qui interviewe. Est-ce que tout de suite, quand je te demande si tu te rappelles d'une histoire qui t'a marqué, ça serait laquelle? Je te dirais, ça serait probablement... je pense surtout à, mettons, Émilie Leclerc, qui est dans le fond une influenceuse qui a une page de bière sur Instagram qui s'appelle La Petite Bière. Beaucoup de personnes qui la suivent, mais elle a eu son lot de personnes qui aimaient pas, un peu de misogynie alentour de ça. C'était quand même des histoires qui étaient un peu plates, mais je pense que ça prend des caractères assez forts. Des femmes de caractère, c'est ce qui m'impressionne le plus. Puis c'est motivant aussi de voir qu'on est une industrie, qu'on est prêt à se réécouter, mais que ça prend des actrices de changement comme elle, justement, pour foncer de l'avant. Après ça, n'importe qui, je pense à Danielle Duchesne, qui est une de mes partenaires dans Link Up, qui est juste une femme qui est fantastique, qui nous permet d'aller chercher des applicants dans cet organisme-là qu'on a commencé. C'est juste des belles histoires qu'on va chercher ici et là. Je pense que c'est ça qui est le plus marquant du podcast. Donc, le deuxième étage, c'est pas juste des gens qui se retrouvent pour jaser. Non, je vois un peu de la sensibilisation aussi, parce que si on entend l'histoire de cette influenceuse-là, mais c'est comme tout le monde a sa place dans ce monde-là. Ah oui, 100%. Puis je pense que c'est pas quelque chose que j'avais remarqué que le podcast pouvait faire au début. Moi, je voulais juste avoir des discussions. Ouais. Mais après ça, j'ai vu que tout le monde a vraiment quelque chose, d'une sensibilité assez profonde de tout le monde. Puis on dirait qu'à chaque fois que je me mets à parler à quelqu'un, cette sensibilité-là, elle se met à ressortir en plein essor. Fait que c'est le temps d'en profiter puis d'essayer d'influencer les gens, d'aller dans une version plus positive d'eux-mêmes à chaque jour. Très intéressant. Et là, maintenant, on va parler de cette fameuse participation-là au Festival de la radio numérique. Tu auras deux invités, Marisol Foucault et Elisabeth Gardin. C'est qui ces dames et pourquoi tu les as choisies pour cet événement-là? Ben Marisol, premièrement, c'est une fille phénoménale. J'ai déjà eu en entrevue au deuxième étage. C'est la chef de chez Edgar, qui est un restaurant dans le Vieux-Hall, dans ce coin-là, dans Val-Tétro. Puis c'est une personnalité quand même... J'aime ça dire que c'est une personnalité connue. Elle a fait de la télé, elle a tout fait là, ce qu'il fallait à faire. Elle est très fonceuse. Fait que je me suis dit, avoir elle en présentiel devant du monde, ça va rendre ma tâche plus facile parce qu'elle est déjà dynamique. Elisabeth, je la connais juste à travers Julien de chez Transistor. Elle aussi, dans le fond, elle a son propre balado qui va être en direct à midi le 30 avril. Fait que juste un peu avant moi, elle va être en direct pour son propre balado qui s'appelle Manger le terroir. C'est une autre chef cuisinière qui focus beaucoup sur l'utilisation des ressources premières locales. Pas juste de penser à faire une guacamole avec des avocats qu'on fait importer, mais qu'est-ce qu'on peut aller chercher dans notre jardin, mettons. Elle était chef propriétaire, elle a écrit un livre, je pense qu'elle a écrit son deuxième livre aussi maintenant, puis elle a son balado qui roule super fort, fait que je pense que ça va être quelque chose qui va être super bien d'aller chercher une histoire de ces deux femmes-là qui sont cuisinières, premièrement. Moi, je suis quelqu'un qui est un peu épicurien aussi, fait que je pense pas qu'on va se mettre à faire de la bouffe sur le show, mais au moins qu'on va avoir des belles histoires qui vont donner l'eau à la bouche. En fait, c'est juste des histoires que vous voulez partager, en fait, histoire de motiver, je veux dire, des gens qui seront présents à l'événement. Oui, d'avoir un peu montrer que les femmes ils ont leur place puis que c'est eux autres qui ont le lead quand on parle de bouffe puis qui sont capables de brasser des affaires. Je commence à bien t'aimer là tout simplement parce que j'ai l'impression que tu aimes ça, mettre les femmes en avant, comme montrer qu'elles aussi, elles ont leur place, peu importe le milieu. Oui, je suis papa de deux petites filles, puis on dirait que depuis ce temps-là, j'ai passé plus de temps. On a eu quand même des grosses vagues un peu de sensibilisation sociale par rapport à du dénoncement de maltraitance envers les femmes, des choses comme ça, puis j'ai toujours trouvé ça un peu horrible, la façon que ça se passait, puis comment que ça s'oublie vite aussi. Oui. Je trouve ça plate de dire que je fais ça pour mes filles parce que c'est pas vrai que je fais ça pour mes filles, mais ça reste que j'ai le goût que eux, quand ils vont arriver le temps pour embarquer dans un marché du travail ou juste dans un marché qui est créatif, que ça soit même plus quelque chose d'y penser, mais c'est ça comme c'est le racisme, comme c'est tout. Je pense que il y a une genre de culture de la tolérance qui existe que je trouve que c'est inacceptable. Moi, je pourrais m'emporter là-dessus pendant vraiment longtemps. Là. Il n'y a plus de place à « c'est une joke, c'est correct ». Non, c'est pas correct. Il faut dire non, puis il faut mettre la ligne. La ligne est tracée, maintenant, on ne dépasse plus.
Très, très d'accord avec toi. Merci beaucoup à toi, Christophe. Donc, on va inviter les gens à te rejoindre là au Festival de la radio numérique. Ça sera du 28 au 30, mais toi, tu seras en live, on va dire ça en présentiel, le 30 avril à 16h et ça sera gratuit. Donc, pour les gens qui veulent déjà avoir accès au deuxième étage, c'est où est-ce qu'ils doivent se rendre pour écouter tous les jours le podcast? Dans le fond, c'est sur toutes les plateformes de balado qui sont disponibles, là, que ça soit Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. C'est juste le deuxième étage. Tu vas être capable de le trouver. Sinon, à chaque fois qu'on a un nouvel épisode, c'est aux 2 jeudis sur la page du 5e Baron, que ça soit sur Facebook ou sur Instagram. On a toujours un lien qui est là, prêt à cliquer, prêt à consommer avec vos oreilles. Merci beaucoup à toi et puis bonne chance pour ce samedi. Hey, merci beaucoup, puis au plaisir de se revoir. Au plaisir. Alors, pour vous autres à la maison, pour participer au Festival de la radio numérique, ça sera au www.festivalradionumérique.com. Vous aurez accès à toute la programmation. Et puis, comme j'en parlais tantôt avec Christophe, lui sera accessible le 30 avril à partir de 16h et il va présenter en direct le podcast ou le balado en français, deuxième étage. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler des nouveaux projets du CESOC. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme je l'ai dit avant la pause, on va s'informer sur les différents programmes du CESOC. Et pour en parler, Mirella Dranka, qui est gestionnaire du programme d'établissement. Et avant de parler des différents départements que vous avez au CESOC, parce qu'il y en a beaucoup, il y a même des nouveautés, Mirella, j'aimerais ça qu'on rappelle aux gens qui nous regardent le mandat du CESOC ici dans la région. Bonjour Andrea, merci beaucoup de m'avoir invité. Donc le CESOC est connu dans la communauté depuis plus de 25 ans, surtout pour avoir pris la décision de s'engager dans le renforcement d'une structure d'accueil et d'établissement des immigrants francophones qui ont décidé de s'établir dans la région d'Ottawa et dernièrement dans la région de Hawkesbury, Prescott Russell et Cornwall SDG. Alors, dites-moi un peu comment vous fonctionnez, parce que je me dis, vous faites un gros travail, c'est vrai, mais il y a des gens qui font, des organismes qui font des trucs similaires à vous, et j'entends dire que vous avez un beau partenariat avec le point d'accueil francophone. Effectivement, dans la région d'Ottawa, nous avons plusieurs organismes établissements qui offrent les mêmes services aux nouveaux arrivants. La particularité du CESOC est le fait que nous offrons des services d'établissement seulement aux francophones. Et le point d'accueil francophone, nous sommes un partenaire direct au point d'accueil francophone. Nous avons travaillé auprès des autres partenaires francophones
nous sommes 10 au total. Nous avons travaillé pour mettre sur pied ce programme de points d'accueil francophones qui est une porte d'entrée aux nouveaux arrivants francophones dans la région d'Ottawa. Nous travaillons de très près dans le programme du PAF, surtout parce que les agents d'établissement passent dans les bureaux du PAF. Donc, nous avons une présence physique dans les bureaux du PAF depuis, pas nécessairement pendant la COVID, mais dernièrement, depuis que le PAF a ouvert ses portes, nous sommes là-bas. Donc, un agent d'établissement ou mes 4 agents d'établissement qui travaillent à Ottawa font une rotation hebdomadaire dans les bureaux du PAF. Ça, c'est un très beau partenariat là, parce que des partenaires comme vous, je vais dire pas des partenaires, mais des piliers qui ont aidé à lancer le PAF, là, j'en reçois ici sur l'émission. Je trouve que c'est assez intéressant que vous ayez eu l'idée de vous mettre ensemble pour offrir un service unique à ces nouveaux arrivants là, parce que un nouvel arrivant qui arrive au Canada, là, il ne faudrait pas qu'on se mente, j'ai été dans la même situation, on est perdu, il y a beaucoup d'informations à avoir en même temps et souvent, là, on se dit, ben, par où est-ce que je commence? Et effectivement, et vous avez bien raison, le PAF, la beauté du PAF et du travail qui a été fait en partenariat avec les autres partenaires francophones, c'est vraiment cette... trouver le beau milieu et travailler pour assurer la continuité, le continuum de l'intégration de l'immigrant francophone. C'est vraiment un projet qui fait sourire et qui laissera la trace en réalité dans la communauté francophone d'Ottawa parce que c'est une nouveauté en réalité à travers le Canada. Ouais. Donc, nous avons des points d'accueil pour les immigrants, mais pas entièrement francophones. Et c'est vraiment comme un guichet, un premier arrêt pour un nouvel arrivant ici à Ottawa, c'est notre PAF. Alors, OK, on a parlé du partenariat, du très beau partenariat que vous avez avec le point d'accueil francophone, le PAF. On va revenir maintenant aux objectifs et au mandat du CESOC. Il y a plusieurs départements qui vous aident à accomplir vos différents objectifs. Et le premier département dont on veut parler aujourd'hui, c'est le département établissement. Je pense que c'est votre domaine. C'est le département d'établissement. En réalité, le programme d'établissement, vous savez, le programme est financé entièrement par IRCC. J'ai dit entièrement, nous avons aussi un petit financement de la province de l'Ontario qui nous permet de desservir, d'offrir le programme d'établissement pas seulement aux ceux qu'on appelle les bénéficiaires éligibles, les résidents permanents et personnes protégées, mais aussi aux étudiants internationaux, aux travailleurs temporaires qui, en réalité, en général, ne reçoivent pas les services d'établissement financés par IRCC. Donc, le programme d'établissement est connu en réalité par ce département d'établissement parce que c'est vraiment le premier service, le premier département qui recevra les nouveaux arrivants. Donc, c'est vraiment le premier. Par après, on fera, après avoir offert le service d'évaluation de besoins, le service d'information-orientation, là où les bénéficiaires pourront recevoir et recevront en réalité des informations pour mieux s'établir et mieux choisir leur parcours au Canada, ils seront tout de suite dirigés vers les autres départements. Et le département de connexion communautaire, c'est vraiment le deuxième, je dirais, sans parler de l'employabilité, qui est très important aussi, parce qu'on sait que tout le monde, en arrivant au Canada, on veut avoir un emploi, c'est clair. Mais pour avoir un emploi, il faut quand même passer certaines étapes. Et connexion communautaire avec, à travers les activités qui sont reliés, comme les tables de conversation en français et en anglais, les jumelages. On n'accorde pas trop d'attention au jumelage parce qu'on se dit, ben, c'est quoi ce jumelage-là? Mais le jumelage est tellement important parce que ça permet de tisser des liens entre les nouveaux arrivants et les citoyens de longue date. Vous voyez bien, je dis des citoyens de longue date ou des résidents permanents établis.
ça permet en réalité pas seulement de créer, de tisser des liens, mais ça permet de mieux comprendre la réalité de l'autre parce que pour très longtemps, on a accueilli les nouveaux arrivants dans une position où on vous reçoit, on aimerait vous assimiler, il faut comprendre notre culture. Maintenant, non, on est dans un autre contexte, dans une autre approche, là où les deux cultures doivent se rencontrer et se partager. Donc, assurer un transfert de connaissances, de culture, de tradition, c'est ça la beauté de connexion communautaire. J'adore la connexion communautaire. Là, je pense que c'est un très, très beau projet parce que ce que vous dites là, c'est tellement important. Oui, le jumelage, là, on peut le faire avec une personne qui est d'origine canadienne, mais elle ne comprendra pas mes peurs, elle ne comprendra pas mes doutes comme une autre personne qui vient du même pays que moi ou même qui vient du même coin que moi. Exactement, oui. Je suis tellement d'accord avec ça. Alors, donc, en premier lieu, quand vous recevez un nouvel arrivant, il va passer par l'étape du département établissement, juste pour lui montrer comment ça fonctionne et tout. Ensuite de ça, on va avec le jumelage qui se retrouve dans les connexions communautaires. Le jumelage, il prend combien de temps? Mais ça dépend, parce que le jumelage n'est pas possible si on ne trouve pas, si on n'a pas de bons bénévoles. Et nous sommes toujours à la recherche des bénévoles. Okay. Vous savez, c'est la grande difficulté en réalité depuis que moi je travaille au CESOC depuis 2009. Et trouver des bénévoles qui veulent s'impliquer dans la vie des nouveaux arrivants, c'est pas évident. Et nous sommes toujours à la recherche, on fait de notre mieux pour trouver des bénévoles qui ont du temps aussi, parce qu'il faut avoir du temps pour les nouveaux arrivants. Il faut avoir aussi du cœur. Donc ça, c'est notre grand défi dans la réalisation des jumelages. Il faut voir aussi, même si on a des bénévoles, il faut trouver le bon match. Nous avons des candidats qui sont très éduqués, qui ont beaucoup d'expérience dans certaines professions. On ne peut pas les mettre. On ne peut pas avoir un jumelage avec quelqu'un qui n'est pas peut-être au même niveau. Donc, il faut vraiment voir le profil du nouvel arrivant pour mieux lui trouver un bénévole. C'est un gros travail, ça. Et puis, on lance un appel aux gens de la communauté qui ont du temps, évidemment, pour venir donner de leur temps au département Connexion communautaire du CESOC. Je vais vous garder avec moi, Mirella. On va prendre une pause. Et juste après la pause, on va parler des nouveaux projets du CESOC. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Quand est-ce que le cycle va chanter? Dans combien de murs de suite on va se planter? C'est le désert au parterre. La grosse femme s'époumonne et refuse de se taire. Vents illusoires. De trop. Vent du rêve, pas de la déprime. En gros plan ralenti, comme dans les tu peux faire ton cinéma. Dis-toi que la vérité, elle te ment pas.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je continue toujours ma discussion avec Mirella Dranka du CESOC. Avant la pause, on a parlé des merveilleux départements que vous avez, le département d'établissement et puis le département aussi de connexion communautaire. Mais comme on l'a mentionné dans la première partie de notre entrevue, vous essayez de vous étendre un peu partout aux francophones d'ici et d'ailleurs. Et j'aimerais ça qu'on parle de ces deux nouveaux projets-là dont on a discuté un tout petit peu avant l'émission. Donc, le département gestion de cas, c'est quoi comme département? Bien, gestion de cas, c'est ce qu'on appelle en anglais case management. Et je pense que tout le monde connaît mieux case management que gestion de cas. Donc, c'est un nouveau département créé depuis le mois de février. C'est un département qui fait partie toujours du programme d'établissement, mais qui est étroitement relié au programme d'aide aux réfugiés parrainé par le gouvernement fédéral. Donc, depuis avril 2020, le CESOC a reçu le mandat de gérer le PAR, donc le programme d'aide aux réfugiés parrainé par le gouvernement, dans la région de Cornwall, donc dans la ville de Cornwall et les environs. Ici à Ottawa, il y a un autre programme du PAR, ou en anglais le RAP, qui est géré par le Centre catholique. Donc, nous sommes la variante francophone à Cornwall. C'est une grande réussite d'avoir ce PAR parce que c'est le deuxième PAR francophone au Canada. Toutes les autres sont anglophones. Donc, ça veut dire que le programme de gestion de cas créé dernièrement viendra à l'appui au programme PAR qui reçoit des réfugiés parrainés par le gouvernement. Et quand je dis qu'il vient en appui, c'est un programme qui va offrir un support direct pendant 12 à 18 mois à toutes ces personnes qui sont arrivées au Canada en réalité comme résidents permanents, mais qui ont été choisis dans les camps de réfugiés se trouvant à l'extérieur du Canada, bien sûr, avec un statut de réfugié. Donc, 12 à 18 mois, ça veut dire que nous allons travailler de très près avec ces personnes une fois que les personnes sortent du programme PAR, 6 semaines après leur arrivée, entre 4 à 6 semaines après leur arrivée. Les agents de gestion de cas, 3 pour l'instant, 2 francophones et une autre personne qui assurera la gestion de cas, le support aux réfugiés afghans, seront avec les bénéficiaires à tous les jours. Donc, un service offert dans une approche très systémique. Parce que nous devrons travailler ensemble, pas seulement avec les services d'établissement offrant des services aux nouveaux arrivants, mais avec toute la communauté. C'est vraiment un support qui est nécessaire parce que les réfugiés parrainés par le gouvernement sont considérés par le gouvernement comme des personnes vulnérables. C'est une population très vulnérable et qui demande une assistance vraiment constante. Donc, l'approche sera différente par rapport à des personnes qui arrivent ici pour s'établir? Oui. Donc, ici à Ottawa, par exemple, dans le programme d'établissement considéré standard, on reçoit un mélange de catégories d'immigrants. La majorité sont des résidents permanents qui sont arrivés dans la catégorie de travailleurs qualifiés, des réfugiés, mais pas parrainés par le gouvernement fédéral. Tandis qu'à Cornwall, nous allons avoir seulement ce service direct pour les réfugiés parrainés par le gouvernement fédéral. Donc, 12 à 18 mois, c'est un service constant. Comment que ça va fonctionner? On va les recevoir et il y aura des suivis hebdomadaires, des suivis mensuels, des évaluations de besoins qui vont se répéter 3-4 fois par année. Ces évaluations de besoins nous permettront en réalité de voir le parcours, l'évolution du bénéficiaire, parce qu'on doit avoir des objectifs. Donc, à la première rencontre, la première évaluation de besoins, on va établir le plan d'établissement à court terme et par après, on aura à moyen terme et à long terme. L'objectif du projet est de rendre, en fait, les personnes, les rendre autonomes le plus tôt possible.
C'est très bien dit, les rendre autonomes, là, parce que je me dis, quand on vient d'un camp de réfugiés, il y a beaucoup de, si je peux me permettre de dire, de traumatistes à sortir de nous, parce que on vient d'un endroit un peu... Oui, oui. Et nous avons besoin de l'implication de la communauté, l'implication des partenaires. Et à Cornwall, c'est une petite ville où, bon, il n'y a pas, nous ne trouvons pas les mêmes services en matière de santé mentale, en matière d'interprétation comme ici à Ottawa. Donc, c'est tout un travail à faire avec la communauté aussi. Malheureusement, j'aurais aimé vous garder longtemps là, mais il nous reste juste 1 minute 30 et je veux absolument qu'on parle de votre projet pilote en employabilité pour les jeunes réfugiés, parce que ça va de pair avec ce qu'on vient de discuter tantôt. Exactement. Donc, c'est vraiment un projet pilote, une année du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. Le projet s'appelle Stratégie d'emploi et compétences jeunesse pour les jeunes réfugiés entre 15 à 30 ans. Donc, on aura 3 cohortes pour ces jeunes-là à partir du mois de juin. À partir du mois de juin, pour avoir plus d'informations, il faut juste aller sur le site web, si je ne me trompe pas. Sur le site, oui. Merci beaucoup, Mirella, et puis au plaisir de se reparler une autre fois, parce qu'il y a tellement d'informations qu'on peut partager avec la communauté, là, mais on n'a pas suffisamment de temps. Alors, j'espère vous revoir sur l'émission. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir plus d'informations sur les différents services du CESOC, www.cesoc.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on va découvrir un nouvel ouvrage paru aux éditions David. Vous en saurez plus après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas. Salutations à ma famille du Canada jusqu'aux Antilles. J'aimerais partir direction vers les Caraïbes, soleil qui brille, esprit tranquille sur la chaleur dans cette ville que du bonheur. Oublie le passé et le futur, sois au présent car c'est moins dur. Que je t'invite, quitte avec moi, partons au loin, trouvons la joie. Ferme les yeux, compte 1, 2, 3, sois dans le moment et libère-toi. Échappe-toi comme un enfant, découvre ce qui est à ta portée. Va, qu'on part en voyage ce soir, laisse le vent t'emporter. Let's go, heureux, sans fardeau, soleil, sable chaud, fiesta au bord de l'eau, haute vibration, elle danse avec passion, elle, belle mademoiselle, regarde un peu comme une coccinelle, magie dans l'air, mais en l'air, connexion à l'univers, esprit zen, pas de peine, t'aimes, j'aime aucun problème, échappe-toi comme un enfant, découvre ce qui est à ta portée, va, qu'on part en voyage, ce soir, laisse le vent t'emporter, car de retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, Mégane et Mathis. C'est l'ouvrage dont on va parler maintenant avec l'auteure Hélène Coste-Chiénac qui apparaît à l'écran en ce moment. Hélène, c'est une sensibilisation selon moi, hein, vous m'en direz un peu plus tard, mais c'est une sensibilisation cet ouvrage-là. Et j'ai envie de vous demander tout de suite en allant, pourquoi vous l'avez intitulé Mégane et Mathis? Ça aurait pu être un autre titre. C'est que c'est Mégane et Mathis, justement. On a la couverture à l'écran qu'on va montrer tantôt. C'est un livre pour les adolescents et je voulais avoir un titre qui aurait intéressé et les garçons et les filles sans les intimider pour qu'ils pensent que peut-être ça serait moins intéressant si on parlait d'une certaine maladie. Donc, avec la course qu'on voit sur la couverture et la jeune fille en arrière qui n'a pas l'air trop heureuse, je me disais ça pourrait intriguer les jeunes à lire le livre et les garçons et les filles.
C'est tellement vrai parce que quand j'ai vu la couverture, moi, j'ai été tout de suite attirée par En tout cas, je pense que c'est un jeune qui se fait crier dessus, on va dire, par deux personnes. Je ne sais pas si ce sont ses parents. C'est tout de suite ça qui m'a frappée en allant. C'est justement la famille de Meghan parce que la jeune fille souffre d'anorexie. L'anorexie est une maladie très complexe. C'est une maladie mentale qui affecte non seulement la personne qui en souffre, mais son entourage, ses proches aussi. Et on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais comment les parents réussissent à comprendre ça, à gérer ça et à aider son enfant qui souffre de cette maladie mentale-là, qu'on appelle aussi le trouble du comportement alimentaire, ça cause bien des problèmes dans une famille. Oui, je peux imaginer là. Mais pourquoi, Hélène, vous avez voulu parler de cette thématique-là? Moi, je suis une personne qui suit beaucoup les actualités. Et tout ce qui se passe dans le monde, dans mon entourage, ça m'intéresse. Et cette maladie mentale-là de l'anorexie semble de plus en plus commune chez les jeunes. On en parle plus ou moins parce qu'il y a une certaine honte de rattacher à cette maladie-là, justement parce que c'est une maladie mentale. Et je me suis dit, il faut en parler parce que c'est la seule manière que les gens vont comprendre ce dont il s'agit et comment aller chercher de l'aide, où aller chercher de l'aide. Aussi, c'est un livre pour jeunes parce que c'est beaucoup, beaucoup relié à l'image corporelle et à l'estime de soi. Et je pense que à l'âge de l'adolescence, les jeunes en souffrent beaucoup. Je me demande même si vous seriez d'accord que je lise le prologue. Mais oui, définitivement. Ça nous met exactement dans l'ambiance puis dans le contenu du livre. OK, on vous laisse aller. Alors, si seulement elle avait compris plus tôt, alors c'est Meghan, si seulement elle avait compris plus tôt que dans sa tête, elle ressentait les mêmes anxiétés que la majorité des jeunes autour d'elle, que dans son cœur, elle vivait les mêmes insécurités qu'eux. Elle ne se croyait pas assez bonne, assez belle, assez sportive, assez populaire. Puis quoi d'autre encore? Si seulement elle avait compris plus tôt que même ceux et celles qu'elle admirait, puis qui lui semblaient parfaits, avaient les mêmes craintes, puis les mêmes doutes, pareils comme elle. Si seulement elle avait compris plus tôt qu'elle n'était pas la seule à penser de même, elle n'aurait pas perdu autant de temps à se stresser puis à se dévaloriser. C'est tellement profond. Alors, c'est mon message aux jeunes. Avec mon livre, j'explique sans jamais tomber dans la morale où je voudrais jamais qu'un jeune pense que c'est un livre genre documentaire. Non, c'est un roman. J'ai écrit une histoire, mais à travers l'histoire, à travers ce que Meghan vit et ce que son frère jumeau, qui la regarde aller puis qui se dit « Je pense que ma sœur n'est plus toute là ». Ça représente, disons, les deux côtés de la façon de voir les choses. Et je veux que les jeunes apprennent qu'est-ce que l'anorexie. Je veux les garçons comme les filles, c'est pour ça que je me suis servie d'un jumeau et d'une jumelle. Et surtout que c'est possible de s'en sortir si on accepte d'aller chercher de l'aide. Je dirais que c'est en même temps, même si le livre fait partie de ce qu'on appelle la collection 14-18 chez les éditions David, c'est un livre qui pourrait aussi beaucoup aider les parents de jeunes qui sont anorexiques. Parce que, à travers ce que Meghan vit, nécessairement, ses parents
le vivre aussi. Puis au début, la façon dont ils décident de gérer ça, c'est pas mal la façon dont tous les parents au début croient. Ils pensent que ce qu'il faut faire, c'est de dire, écoute, là, tu vas manger, puis c'est tout. Puis, c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Alors, dans mon histoire, je m'assure que les parents rencontrent une psychothérapeute qui travaille surtout avec des jeunes qui souffrent d'un trouble du comportement alimentaire. Et puis, elle explique aux parents ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Alors, les parents, comme les jeunes qui vont lire le livre, vont quand même avoir des outils. De l'aide. Des outils, c'est le bon mot. Hélène, je vais vous garder avec moi. On va prendre une pause et juste après la pause, on va continuer à parler de ce beau contenu-là qui se retrouve dans Mégane et Mathis. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Sous le soleil des affamés, lui s'en va le ventre plein. Toujours à s'éloigner, l'envie de partir à portée de la main. Si ce n'était que de l'histoire, dans son rétroviseur, de celle si seule assise derrière, dans son rétro qui pleure, confort sous un torrent de pluie. Car sa vie le retient, du peu, il tient encore dans les mains. Le reste, il s'en plaindra demain, ce geste aura raison de lui, modeste désir qui ne reviendra pas. Le temps qui s'effrite pas à pas, rattrape toujours celui qui fuit. J'étancherai ma haine, je soignerai ma paix. Itinérant sans solde, toujours insatisfait. J'étancherai ma haine, je soignerai ma paix. Itinérant sans solde. Dans cette ville qu'il a vu naître, l'appétit est maître. À ce vouloir d'exil, cette faim pourtant il sait finira peut-être par tout lui prendre. En dédain, à quoi s'attendre quand le poison lui fait son effet? Mais ça vous le saviez déjà, au chat qui dort on ne touche pas. Les dégâts de la loi du talion ont fait de nous ivrognes et pions. La quête d'échappatoire dans un monde de fabulation, bientôt à en perdre la mémoire duquel des deux avait raison. J'étancherai ma haine, je soignerai ma paix, itinérant sans seul, toujours insatisfait. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on découvre ensemble le contenu de l'ouvrage Mégane et Mathis avec l'auteure Hélène Coste-Chielnac. L'ouvrage est seulement sorti hier aux éditions David, donc on a une primeur. Et là, Hélène, avant la pause, on parlait de ce que vous avez voulu donner comme message dans l'ouvrage-là. Et il y a deux choses que moi j'ai retenues. La première des choses, c'est que l'anorexie est une maladie mentale. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le déni du fait que ce soit une maladie mentale. Nécessairement, c'en est une. Et comment est-ce que j'ai voulu le montrer dans le livre? C'est que non seulement Mégane refuse de se nourrir, ce qui est déjà quelque chose qui est bizarre et inacceptable pour un être humain, son raisonnement aussi est affecté, dans le sens que elle personnifie ses peurs. Parce qu'elle a nécessairement, si on ne se nourrit pas, on a très, très faim. Alors, sa faim qui la suit, qui l'habite continuellement, elle la nomme. Elle la considère comme une ennemie, puis elle la nomme affame. Alors, elle dit que affame la poursuit. Et aussi parce que elle compte ses calories, les anorexiques comptent absolument leurs calories pour être sûrs qu'ils ne prennent pas de poids. Alors, elle nomme les calories aussi, elle le voit comme un ennemi et elle le nomme cal. Alors, elle a affame qui la poursuit, elle a cal qui la poursuit et nécessairement aussi dans la vie, il arrive qu'on ait de la malchance.
Alors, disons par exemple qu'elle monte l'escalier, puis elle s'enfarge dans le toutou de son chien. Bien, elle voit ça comme, dans sa tête, c'est un autre ennemi qui la poursuit, la malchance. Et il y a toujours aussi la menace que je ne nomme pas, elle le nomme. Alors, elle a 4 ennemis qui la poursuivent. Il y a la femme, Cal, la malchance et la menace. Et la menace, c'est ce qui persiste à empirer sa maladie. Il y a quelque chose dans sa vie qui lui fait tellement peur que ça la fait devenir de plus en plus anorexique, je vais dire. Wow. Cette menace-là part du fait que ses parents ne semblent pas s'entendre et ça lui fait peur pour plusieurs que je n'élaborerai pas ici parce que c'est un peu ce qui tient mon lecteur en haleine, à savoir c'est quoi qui l'achève. Et finalement, quand Megan accepte de voir une psychothérapeute en anorexie, ça prend beaucoup de temps à la psychothérapeute pour amener Megan à être assez confiante, pour lui exposer c'est quoi sa plus grande ennemie, sa plus grande peur, qui est cette menace. Puis la thérapeute se dit, qu'est-ce qui la menace? Qu'est-ce qui la fait, qui lui fait tellement peur que je ne suis pas capable d'aller chercher ça pour commencer à la guérir. Alors, je vais laisser cette question-là en suspens, disons, pour les lecteurs. Oui, on va inviter les lecteurs à aller au www.éditiondavid.com pour se procurer l'ouvrage Megan et Mathis. Ça, c'était le premier point que j'avais retenu de notre discussion avant la pause. Le deuxième point, c'était aussi que les jeunes, ils ont un problème d'estime de soi et puis on est tous passés par là. Moi, encore, je suis encore en train de lutter parce que je trouve que j'ai pris du poids, surtout avec la pandémie. Donc, ils ne sont pas seuls dans cette manière de penser-là. Et puis, c'est bon que vous parliez de ça, l'estime de soi, parce que surtout pour les jeunes filles, là, il faut que je ressemble à tel mannequin, par exemple, à la télé, ou à telle star, à telle influenceuse. Donc, on se prive ou déjà on pense même à des chirurgies parce qu'on ne se trouve pas belle comme on est. Oui, et puis, je me dis, c'est sûr qu'il y a la grosse influence des médias sociaux. Définitivement. Et les jeunes sont accrochés aux médias sociaux. Alors, dans mon livre, pour garder l'intérêt des jeunes, c'est sûr que j'ai parlé de TikTok, de Instagram, ainsi de suite, les textes que les jeunes aiment. En tout cas. Et puis, Megan, comme de raison, fait comme plusieurs jeunes filles. Elle s'achète des revues où, comme de raison, les mannequins sont parfaits. Et ce que je veux faire avec ça, c'est que ce que je souhaite, c'est qu'éventuellement les enseignantes, parce que j'ai plusieurs de mes livres qui quand même ont été choisis pour être étudiés en salle de classe. Oui. Et si on choisissait ce livre-là, parce que l'enseignante en moi, j'ai toujours de la difficulté de séparer l'enseignante et l'auteur. Mais on pourrait quand même analyser la façon de raisonner de Megan qui part exactement de ces revues-là, des médias sociaux, de son image corporelle. Parce que finalement, quand elle était petite, elle était grassette. Et autour de ça aussi, il y a une espèce d'évolution où on l'agaçait, on riait d'elle, même que parce qu'elle s'appelle Megan, on la nommait Mégramme, kilogramme. Ah, nana. Alors, c'est possiblement à partir de ça qu'elle a commencé à avoir une image tellement négative d'elle-même. Par contre, il ne faut pas croire que l'anorexie a toujours comme début ou comme cause du bullying ou de l'intimidation. Okay. Il peut y avoir beaucoup d'autres facteurs.
Mais c'est sûr que dans le livre de Megan et Mathis, on voit exactement qu'est-ce que l'anorexie, on en voit les causes, on en voit les conséquences, et à la fin de mon livre, on en voit aussi des possibilités de s'en sortir. Mais toujours dans le contexte d'une histoire. C'est pas un documentaire, c'est vraiment un roman. De l'histoire. J'aime bien que dans le roman, là, déjà, vous essayez de vous adresser à plusieurs publics en même temps, on va dire aux parents, aux amis, par exemple. Ça peut être des amis qui ont le même âge que Megan. Donc, les amis de Megan ou son frère. On parle de son petit ami aussi qui se trouve dans l'ouvrage. Il y a aussi Megan elle-même, comment elle se sent en tant que jeune fille, jeune personne. Donc, tous les jeunes qui vont lire cet ouvrage-là, peut-être se mettront à la place de Megan ou même se mettront à la place et de son jumeau et de son copain. Écoutez, je vais vous garder avec moi si vous le permettez. J'ai une dernière pause à faire et puis on a 1 minute à la fin de l'entrevue. J'aimerais clore avec vous si ça vous dérange pas. Alors, on revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rojas. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, ici Jim Watson, maire de la Ville d'Ottawa. Je vous profiter de ce moment pour vous souhaiter à toutes et à tous une bonne fête des mères. Aujourd'hui, nous célébrons les mamans en rendant hommage au rôle de la mère et à la maternité, au lien maternel et à l'influence importante des mamans dans notre société. La pandémie continue de nous montrer à quel point les mamans sont essentielles au bien-être de nos jeunes. De fond de mon cœur, merci à tous les mamans. À la prochaine mission, on jette un coup d'œil à nos moments préférés de la 7e saison. C'est une émission à ne pas manquer. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Le rituel de purification par la fumée occupe une place très importante dans notre vie puisqu'il nous aide à suivre la bonne voie. Lorsque l'on pratique ce rite, on utilise la fumée sacrée. La sauge blanche, le foin d'odeur, le tabac et le cèdre. Lorsque j'accomplis le rituel de purification par la fumée, je nettoie mes mains et ma plume d'aigle, puis je commence par mon souffle pour trouver les bons mots. Je purifie mes yeux pour voir ce qu'il y a de mieux pour moi. Je purifie mes oreilles pour entendre les choses positives que les gens expriment. Je purifie mes cheveux pour avoir de bonnes idées dans ma tête. Je purifie mes pieds pour marcher dans le respect avec notre mère, la Terre. La purification est notre façon de transmettre nos prières afin de connecter notre esprit au Créateur. On exprime notre gratitude pour le don de vie, l'apprentissage et l'épanouissement. Appel aux étudiants.
Omni Television accorde à nouveau des bourses d'études aux étudiants qualifiés poursuivant une carrière dans le journalisme en langue tierce. J'encourage tous les étudiants qui veulent faire une carrière dans le journalisme ethnique d'appliquer pour la bourse d'Omni, parce que l'éducation est l'étape la plus importante pour commencer. Omni propose des émissions d'actualité produites localement et des bulletins d'information nationaux quotidiens diffusés en 6 langues. Détails sur le web. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.